La F1 m'a bouleversé en 2025 et je ne m'attendais pas à ce que ce soit si profond. J'ai vécu des émotions qui ne sont pas du tout celles que je pensais avoir sur cette saison-là. On a eu rationnellement la meilleure saison de l'ère à effet de sol, et pourtant, il me reste un goût de fade en bouche que j'ai cherché à comprendre et dont j'aimerais vous faire part dans cette vidéo. Parce que oui, j'ai eu ma petite larme quand j'ai vu l'amour de parents envers leur enfant qui venait d'accomplir son rêve, et donc c'est cette relation qui me touche beaucoup, plus que le fait de voir Norris franchir la ligne d'arrivée et de devenir champion du monde. J'ai vécu un moment humain, mais pas un moment de sport, et c'est pas forcément la même chose. Alors, plutôt que de vous faire un débrief de saison bête et méchant, sans aucune saveur, parce que tout simplement ça me fait chier au plus haut point, j'aimerais aborder avec vous la question de la posture qu'on adopte quand on regarde un Grand Prix de Formule 1, notamment vis-à-vis des podiums des pilotes du midfield qu'on a vu cette année et pourquoi ça nous a tous plus fait chialer qu'une victoire de Norris, de Piastri ou de Verstappen. Et ensuite, j'aimerais vous faire part de ce qui pourrait être le plus gros regret de ma saison 2025 de Formule 1, et il concerne Ferrari. Et j'ai beaucoup de déceptions parce que on va parler d'indifférence et c'est vraiment terrible. Et pour finir, j'ai trouvé un bout d'explication de pourquoi j'ai cette impression de championnat fade, notamment à cause de ces fameuses papaya rules qui m'ont plus coupé mon émotion à moi quand j'attendais de tout cœur de chialer en voyant Norris remporter le titre. Donc il y a quand même de la réponse, hein. C'est quand même bien. Bon, en fait, comme j'étais pris dans un espèce de marasme pourri pendant une partie de l'année, entre remise en question personnelle, remise en question professionnelle, des événements familiaux, comme on en vit tous, hein, évidemment, certains joyeux, d'autres moins, ça m'est arrivé bien trop souvent d'avoir la posture de regarder de la Formule 1 pour regarder de la Formule 1. Et comme j'avais plus de fast five à faire le lendemain, j'avais plus tant d'obligations, donc bon, je regardais d'un coin de l'œil. Et au final, même si j'ai pioncé sur certains grands prix comme tout le monde, hein, à un moment donné, c'est sûr, il y a des grands prix qui sont plus compliqués que d'autres, Hülkenberg, Hadjar et Sainz m'ont fait un bien fou. C'était une fraîcheur, de la belle émotion, de belles histoires à raconter, enfin typiquement, ça cochait toutes les cases de pourquoi j'aime regarder la Formule 1 depuis tout petit. Alors le premier podium d'Hülkenberg, c'est pas loin des larmes, hein. Très clairement, c'est pas un pilote que j'adore particulièrement, mais ça permet de boucler un peu son histoire qui, jusqu'à présent, donnait un sentiment d'inachevé sans ce fameux podium qu'on attendait tous pour lui. Maintenant c'est fait, on a l'esprit un peu plus tranquille. Alors ce jour-là, malgré la bataille entre Piastri et Norris, je pense que beaucoup comme moi avions plus d'attachement sur Hülkenberg que de savoir qui allait gagner la course. Parce que l'histoire que nous racontait la Formule 1, elle était fraîche, elle était neuve, elle était pleine d'enjeux importants pour lui. Et donc, comme il y a un enjeu fort et puissant, on s'y attache forcément beaucoup plus. D'ailleurs, c'était au moment où Sauber commençait vraiment à reprendre du poil de la bête sur la saison. On a vu une progression d'ailleurs de Sauber toute la saison. On en avait parlé dans une vidéo dédiée sur justement Sauber Audi il n'y a pas si longtemps que ça. La vidéo d'ailleurs sur ma visite de l'usine Audi en Allemagne, on va bosser dessus pour l'année prochaine. Ça demande pas mal de boulot pour pouvoir vous proposer un contenu qui, je vais pas dire vous immerge non plus, mais puisse être le mieux pour vous raconter ça, parce que j'ai eu le droit de rien filmer et de rien prendre en photo. Donc faut trouver comment je vous raconte ça. Bon, et puis toujours dans les podiums, cette année, je suis allé sur 2 grands prix et sur l'un des deux, j'ai vécu avec Brice le premier podium d'Isaac Hadjar en Formule 1. C'était une vraie belle expérience avec beaucoup d'émotions. On a la chance avec Brice de le connaître un petit peu et forcément, ça décuple les sentiments. C'est normal. Et en fait, c'est là toute la beauté du sport, même d'un point de vue général, hein, quand tu as un lien émotionnel, qui plus est un peu plus fort que pour d'autres pilotes par exemple, ça te change ta manière de regarder ce qui se passe sous tes yeux. Parce que, encore une fois, l'enjeu, il est pas le même. Alors en plus, Isaac, il a fait une saison qui est ultra solide, dont je suis hyper admiratif, parce que malgré quelques petites erreurs, il a battu ses coéquipiers, entre guillemets, au face-à-face, et donc logiquement, il se fait propulser chez Red Bull en 2026. Bon alors, je pense que c'est celui qui bénéficie des meilleures conditions, ou du meilleur timing pour arriver chez Red Bull en ce moment. 2026, c'est une nouvelle réglementation, donc tout le monde repart à peu près d'une feuille blanche, hein, moteur, châssis, la totale. Ça restera sa première saison dans un top team, donc on va pouvoir lui pardonner quelques erreurs tant qu'il est pas à 8 dixièmes de Verstappen, mais plutôt 3-4 au début, et qu'il arrive à vraiment combler l'écart assez rapidement, on n'aura pas besoin de s'inquiéter. Alors je sais que certains m'ont posé la question de savoir est-ce que c'était pas trop tôt.
Trop tôt, je sais pas, mais tôt, ça, oui, c'est sûr. Maintenant, je trouve qu'il est le rookie qui a peut-être fait le plus preuve de constance et de maturité sur la globalité de la saison. Franchement, pour moi, je pense que c'est quand même le rookie de l'année. Puis, il va retrouver Mekies en boss, la culture dans l'écurie de course a peut-être un peu évolué, il y a une autre philosophie que les voitures particulières d'Adrian Newey, donc globalement, c'est pas mal. Ceci étant dit, ça reste un challenge qui va être vraiment difficile, donc je vais pas m'attendre à des miracles. Un peu comme cette année au final, quand je l'ai abordé pour Isaac Hadjar, je me suis mis dans la posture de je ne peux être qu'agréablement surpris en m'attendant pas forcément au pire, mais à rien de transcendant. J'attends de voir. Bon et puis, merde quoi, soyons juste heureux d'avoir un Français dans un top team quoi. Enfin je veux dire, ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé. Je vais aller peut-être démarabouter la Red Bull numéro 2 pour transférer le maraboutage de Helmut Marko sur la voiture de Verstappen. Ça nous fera peut-être plus de spectacle. Ou on va toucher du bois. Bon, je termine avec ces podiums de milieu de peloton. Comment oublier les 2 podiums de Williams avec Carlos Sainz? Sur ces 2 podiums, c'est qu'il va les chercher à la régulière sur de l'intelligence de course, de la stratégie, avec un besoin de rouler fort quand même. Azerbaïdjan-Qatar. Oh lolo, mais quel kiff! Alors j'avoue là, j'ai vibré parce que c'est pas l'histoire qu'on s'attendait à vivre si vite entre guillemets. Surtout que ça tranche avec Lewis Hamilton chez Ferrari. On avait parlé de Carlos Sainz dans une vidéo depuis la rentrée de septembre et maintenant je peux vous le rabâcher une bonne fois pour toutes. Faire un choix pour soi et non pas un choix pour aller chercher une opportunité, c'est 1000 fois plus payant. Je m'étale pas dessus, vous avez qu'à aller voir la vidéo, mais j'ai kiffé de fou. Si je suis hyper heureux pour Sainz, en revanche, je suis incroyablement déçu pour Alex Albon qui lui a dominé Carlos Sainz toute la saison. C'est tellement mal payé pour le Thaïlandais, ça me fait vraiment un peu mal au cœur. Et on a aussi un début de réponse sur son vrai niveau entre guillemets de pilote. Et il est loin d'être mauvais, bien au contraire, donc là-dessus ça fait plaisir. En fait, ce qui me fait autant plaisir avec Williams, c'est que par l'arrivée de James Valls il y a maintenant quelques années, 2-3 ans je crois, il y a une émotion puissante qui se dégage de l'équipe, qui fait très famille. Et contrairement à d'autres équipes ou d'autres pilotes, j'en sais rien, qui tentent d'amener cette narration familiale entre guillemets, on le voit et on le sent chez Williams. C'est authentique en fait. Et je pense qu'on est beaucoup à vouloir voir cette authenticité dans nos vies entre guillemets ou à la télé, en contenu sur YouTube, etc. Même si on s'en rend pas forcément compte qu'on a envie de voir ça. Bon alors petit contre-exemple qui va peut-être en faire grincer des dents quelques-uns par rapport à toute cette histoire de podium du midfield. Étonnamment, j'ai un pilote pour qui j'étais content, hein, mais ça m'a pas du tout touché plus que ça émotionnellement. C'est les podiums de Kimi Antonelli. En fait, comme il a fait une tournée européenne qui était catastrophique et qu'il a quand même repris du poil de la bête en fin de saison et qu'il avait pas trop mal entamé 2025, les podiums qu'il a fait n'ont rien de si extraordinaire que ça par rapport aux autres. En fait, je veux dire, on nous l'a tellement vendu comme le prodige d'une génération que j'aurais été plus surpris qu'il ne fasse pas de podium cette année. Donc oui, globalement, c'est fort de le voir faire podium. La perf à 18 ans, à son âge, c'est une vraie réussite, c'est incroyable. Mais est-ce que ça m'a ému? Non. Et c'est pas grave, mais c'est dommage. Vous voyez, ça me rappelle une histoire quand Ron Dennis, qui était le patron de McLaren, à l'époque, avait signé Lewis Hamilton pour 2007, il avait prévenu que le Britannique allait se heurter à beaucoup de difficultés. Tout le monde était d'accord là-dessus. Les journalistes, les autres pilotes, les anciens pilotes, blablabla. Et finalement, on a tous été ultra surpris de la performance et du prodige qu'il était à ce moment-là. Et en fait, là, j'ai l'impression d'avoir vécu un effet un peu inverse. Et donc, oui, en fait, par plein d'éléments de vie qui nous arrivent, entre guillemets, on a une posture qui bouge continuellement, pour le bien comme pour le moins bien. Et c'est cette posture qui va bouger notre regard sur la Formule 1, dans notre cas, et les Grands Prix qu'on regarde. Et ça peut nous entraîner dans des chemins qu'on n'aurait pas imaginés, et ça m'amène à mon plus gros regret de la saison 2025 de Formule 1, Ferrari. Et c'est pas un regret auquel vous vous attendez. Bon, je vais vous faire un aveu qui est absolument terrible. Si je dois résumer la saison de Ferrari, le mot qui me vient en tête, c'est indifférence. Qui laisse place à un autre mot sur les derniers Grands Prix de la saison, empathie. Parce que on souffre tous de voir un mythe, et je parle pas de Lewis Hamilton, je parle de Ferrari, on souffre tous de voir un mythe dans un si grand mal, surtout qu'on ne comprend pas pourquoi. Et donc du coup, je vais vous expliquer ma réflexion qui va vous amener à un point où vous allez être peut-être désolé pour moi.
Lewis Hamilton en rouge, je ne m'y fais toujours pas après 24 Grands Prix. J'ai l'impression de voir un espèce de mode carrière parallèle sur F1 2016. J'adorerais que ça me touche émotionnellement, mais j'y ai été indifférent pendant la majorité de cette saison. Et effectivement, en fin de saison, la douche froide des éliminations en Q1, elles m'ont donné de l'empathie parce que là, on voit qu'il y a une vraie souffrance. Et c'est terrible, hein. Pourtant, je suis pas fan d'Hamilton ou de Ferrari particulièrement, mais j'aime bien. J'aime bien Hamilton, j'aime bien Ferrari. Alors forcément, hein, je vais vous préparer une nouvelle vidéo sur Lewis Hamilton pour début 2026 où on va revenir sur cette première année. Je vous avais dit en début d'année, en vidéo justement sur Lewis Hamilton, les résultats avec Ferrari ne seront qu'un amplificateur pour savoir à quel point il s'est vraiment relevé de ces années difficiles chez Mercedes ou pas. Et que on était entre guillemets passé d'une narration de s'il va gagner à quand il va gagner. Bon, jamais j'aurais pensé que la saison allait être si cataclysmique. Parce que du coup, on est en train de retomber dans la narration de savoir si Lewis Hamilton va gagner et non pas quand il va gagner. Puis alors, avec ça, on rajoute les déclarations de John Elka à la sortie du GP du Brésil pour dire que les pilotes doivent moins parler et plus agir. Moi, je la trouve lunaire. Et je pars du principe qu'il a juste eu un coup de sang. Il s'est juste énervé sur un truc, il se passait un truc. Voilà. Mais il y a un fait indéniable. Ferrari, en endurance, ça cartonne et en F1, ça plafonne tellement que à part quelques éclats de Charles Leclerc, les top 10 de la Scuderia Ferrari, ça me laisse indifférent. En fait, je ne comprends pas pourquoi on a vu des progrès sur les 2 premières années avec Fred Vasseur et là, c'est le trou d'air absolu. Je ne sais pas ce qui se passe en interne, que ce soit dans l'équipe elle-même, les process ou d'un point de vue strictement politique, parce que c'est Ferrari, hein, c'est jamais tout à fait stable. Il y a toujours une espèce de grosse dépendance vis-à-vis des journaux italiens qui fait pas du bien. Là, tu vois, typiquement, Vasseur, au moment de savoir s'il allait être renouvelé par John Elkann, aucun commentaire ou soutien de la part des dirigeants de Ferrari quand la presse italienne avait juste besoin de trouver un espèce de coupable ou de tête de turc sur les déboires de la Scuderia. Il y a, en tout cas, vu de l'extérieur, un problème de politique interne. Je sais pas ce qui se passe, s'il y a une guerre d'ego ou quoi que ce soit, on le saura probablement jamais, mais il est encore grand temps que ça se termine. Et on le dit chaque année. Ça fait des années qu'on le dit la même chose, et c'est fatigant. Ah, d'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui veulent voir John Elkann démissionner, je suis au regret de vous dire que le monsieur fait partie des propriétaires de la marque Ferrari. Donc, s'il y en a un qui va jamais sauter, c'est probablement lui. En fait, avec tout ça, il y a une émotion que je commence à ressentir depuis quelques saisons, et j'arrive pas à la traduire autrement que comme ça. Le rouge Ferrari ne marque plus autant mon cœur quand je vois la F1 débouler sur la piste. C'est devenu, au fur et à mesure, une simple voiture rouge, mais sans plus. C'est terrifiant. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis devenu plus vieux et que j'ai perdu un peu ma candeur d'enfant, et on y passe tous à un moment ou un autre, je pense, ou si c'est autre chose, hein, mais je suis passé là aussi, personnellement, dans ma tête, dans mon cœur, de l'indifférence à l'empathie de voir dans mon esprit ce mythe Ferrari qui m'a tant marqué quand j'étais jeune commencer à s'éroder depuis quelques années. Et ça, mais je le regrette, mais vous n'imaginez même pas, mais je ne peux rien y faire. Alors non, hein, contrairement aux tifosi, je n'attends pas chaque année en espérant que ce soit la bonne pour la Scuderia, mais j'aimerais vraiment que ça reprenne un peu de sa splendeur, de sa superbe, et que ça me fasse rêver à nouveau. J'attends et j'espère que Ferrari me reconquiert un jour. J'en suis là. Bon, je termine par le sujet qui m'a le plus hérissé le poil, les fameuses Papaya Rules sur l'année 2025. Du coup, il faut d'abord se remettre un petit peu d'accord tous ensemble, si vous le voulez bien, de savoir quelles sont ces Papaya Rules, de comprendre aussi la différence entre égalité et équité dans ce genre de cas, et comment ça a influencé cette rivalité sur les émotions si plates entre Piastri et Norris, moi je trouve. Alors, les Papaya Rules sont des règles introduites par McLaren, chez McLaren, pour demander à ses pilotes de faire ce qui est le mieux pour l'équipe, ne pas s'accrocher ou se toucher, et surtout veiller à ce que les pilotes bénéficient de conditions équitables pour faire la course. Alors, dans l'idée, j'ai absolument rien contre. Quand on a 2 pilotes de haut calibre pour jouer le championnat du monde des constructeurs et des pilotes, il faut pouvoir encadrer tout ça pour éviter que ça dégénère trop vite. Donc normal, faut mettre des règles, c'est important. Si les 2 premiers préceptes me paraissent évidents, ne pas se toucher et faire ce qu'il faut pour l'équipe,
Je pense que McLaren s'est complètement foiré sur le troisième parce qu'il parle d'équité et non pas d'égalité. Et c'est ça, je trouve, qu'il aimait le plus dans la sauce. L'égalité, c'est quand on donne la même chose à tout le monde. Dans notre cas, la même voiture à l'un et à l'autre, et derrière, tu bosses, tu essaies, avec ton côté du garage, entre guillemets, d'en tirer le maximum en piste. Jusque-là, pas de souci. Encore une fois, c'est normal. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça que ça fonctionne. L'équité, en revanche, c'est quand on veut garantir que ce que l'on donne est adapté aux besoins de chacun, pour que chacun ait le plus possible les mêmes chances. Et là est tout le problème, parce qu'on rentre dans un contexte où ce n'est plus noir ou blanc, mais c'est gris. Parce que oui, finalement, c'est pas équitable que Lando Norris ait un arrêt au stand plus long que Piastri. Il n'a pas les mêmes chances de gagner alors qu'il était en tête. Le problème était le même en Hongrie l'année dernière d'ailleurs, mais dans le sens inverse. Et en fait, à partir de ce moment-là, et il y a d'autres exemples évidemment, ils ouvrent la porte à l'interprétation de l'un, de l'autre, des gens dans l'écurie, des fans devant leur télé. Ils se sont créés des problèmes qui n'auraient pas dû en être. Zak Brown disait justement que la meilleure façon de gagner le championnat pilote, c'était d'avoir 2 pilotes qui sont en lice jusqu'à la dernière course. Je ne peux pas être plus en désaccord avec lui sur cette approche-là. Alors en fait, mathématiquement parlant, c'est logique et c'est vrai. Dans la réalité, je trouve que c'est complètement l'inverse. À ne favoriser aucun des 2 pilotes face à un troisième, c'est se priver de ressources pour livrer bataille. Dans le cas de McLaren, vouloir l'équité dans un contexte où il y a une troisième voiture qui revient fort derrière, c'est prendre des risques inutiles, je trouve. Les consignes d'équipe pour désigner le pilote qui devait aller chercher le titre pilote auraient dû être mis en place plus tôt dans la saison. Alors maintenant que la saison est terminée, je salue très fortement le fait d'avoir réussi, malgré tous les efforts de Red Bull et les embûches qu'ils ont pris dans la tête, parfois à cause d'eux-mêmes. Je salue le fait qu'ils aient réussi à gagner le titre pilote en ayant si peu mis de consignes d'équipe pour avantager l'un ou l'autre de leurs pilotes. C'est une vraie performance et ça se salue. Mais en tous les cas, sur la saison 2025, je trouve qu'il y a une volonté de l'équipe de se dédouaner de ce qui se passe en piste. Et donc obligatoirement, on se retrouve dans une position où on a l'impression que l'équipe favorise l'un plus que l'autre des pilotes. Je ne sais pas si c'est le cas, je ne sais pas si c'est la réalité, à vrai dire je m'en fiche un peu, mais c'est ce qui transparaît. Et il n'y a que ça qui compte en vrai. En fait, j'ai l'impression d'avoir vu sur cette saison 2025 une grande équipe unie, tant mieux, qui tente de réaliser une sorte d'équité utopique, puisque à la fin, dès qu'on est en piste, il se passe des événements hors du contrôle du pilote et de l'équipe aussi. On n'a pas eu cette espèce de 2 côtés de garage qui s'affrontent réellement. Et justement, je pense que c'est ça mon problème, c'est que j'ai en référence la rivalité entre Hamilton et Rosberg chez Mercedes. Parce que là, on avait vraiment le sentiment qu'on avait Mercedes qui fournissait 2 bagnoles et on avait une sorte de Team Rosberg, Team Hamilton qui s'affrontaient. Et ils ont emmené ça sur 3 ans. Ceci étant dit, Mercedes avait le luxe de se battre tout seul devant, ce qui n'était pas le cas des McLaren cette année. Donc on a très rarement eu besoin de figer les positions entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Mais c'était une obligation à respecter, et ça a été le cas d'ailleurs à Monaco en 2016, où Rosberg a dû laisser passer Lewis Hamilton pour que l'écurie puisse aller chercher la victoire face à un concurrent. Et pour finir, revoyez les conférences de presse de l'époque entre Hamilton et Rosberg. Mais les tirs que ça s'envoyait par déclaration interposée alors qu'ils sont à 50 cm l'un de l'autre, mais c'était d'une violence sans nom comparé au plat absolu et la politesse exacerbée entre Piastri et Norris. Il n'y a aucune émotion de bataille qui ressort, tout le monde est heureux, tout le monde fait attention pour les médias, et j'avoue que moi, ça m'a déplu. En fait, ça diminue l'intensité de l'enjeu entre les deux. Si c'est l'un ou l'autre, c'est pareil, c'est pas grave, ça va. Norris le disait lui-même en conférence de presse, même si on sait qu'il y tient quand même, évidemment, c'est un pilote, mais dire en conférence de presse, en marge du Grand Prix d'Abu Dhabi, si Verstappen gagne, bravo à lui, ça changera pas ma vie, je retenterai l'année prochaine. Mais c'est terrible, je suis désolé. En fait, l'enjeu du moment, bof. Je vais essayer, mais si je réussis pas, il n'y a pas mort d'homme. C'est terrible. Alors, évidemment, je ne demande pas à ce qu'il soit faux, qu'ils se mettent des tirs gratuits entre eux, ou s'engueulent alors qu'ils sont potes, ou que je veux voir du sang, non. Mais je veux voir transparaître cette volonté hyper violente, entre guillemets, de vouloir gagner. Je veux voir ce combat. Et ça m'a manqué cette saison, parce que tout le monde a été très poli, ça a été très plat, il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre, ça a été plat. Et alors, attention, entendez bien ce que j'ai à dire, je dis pas que Lando Norris est nul, pas bon ou que je l'aime pas. Au contraire, je trouve que c'est un super gars qui a gagné le titre,
fair and square, il allait au bout, mais en fait j'en veux à la communication que l'on a aujourd'hui, dans mon cas, qui diminue l'émotion que je suis venu chercher. Parce que dimanche, j'ai eu des petites larmes quand même en live parce que je voyais la relation d'un gars avec ses parents et sa copine. Et ça me touche beaucoup. Mais j'ai pas eu de larmes pour l'événement sportif que j'ai vu sous mes yeux. Et j'aurais adoré être parmi les fans de Lando Norris pour vivre ce que eux, parce qu'ils ont un rapport particulier que moi, j'ai pas avec leur champion, bah eux, ils ont vécu une émotion bien plus forte. Et j'aurais adoré la voir. Au final, des 4 années de cette réglementation à effet de sol, c'est la seule où le titre de champion du monde a eu un réel intérêt. Si rationnellement et factuellement, c'est la plus disputée, ce n'est, de mon côté, pas du tout la plus émotionnelle. Et je suis pas sûr que les précédentes aient été plus émotionnelles non plus. Encore une fois, question de posture. Mais je voudrais finir sur une note positive parce que je suis heureux quand même. Oui, je suis heureux parce que on en termine avec une réglementation pour plonger dans l'inconnu d'une nouvelle réglementation. Et ça met en route ma curiosité. Et comme c'est un vrai moteur chez moi, un vrai moteur humain même globalement, j'ai hâte de l'année prochaine. Mais ça, je vous en reparle dans une vidéo la semaine prochaine.